Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% prono foiré. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint aujourd'hui, comme toujours, par Réa, Pop et Doc. Bonjour, bonsoir tout le monde. Salut. Salut. On se retrouve donc pour la suite de nos petites previews de chaque série de playoff NBA. Et après avoir abordé deux séries qui se déroulent à l'Est, j'ai déjà oublié ce qu'on a fait. Oui, on a fait deux séries de l'Est, Oui, pardon. ça, on a fait nous de l'Est. On a fait deux séries de l'Est et on va enchaîner avec une troisième série de l'Est, puisque c'est les premiers matchs que vous allez pouvoir observer samedi soir, enfin dans la nuit de samedi à dimanche. On va dans l'ordre du coup, et le troisième match qui sera proposé, c'est le Game 1 entre les Cavs et les Knicks. Les Cavs qui avaient réalisé un des gros coups théoriques en tout cas de l'intersaison dernière en recrutant pour Donovan Mitchell, en ayant lâché la valise de picks et quelques joueurs, dont Agbaji qui était le dernier top prospect drafté. C'est post-draft je crois, donc oui. Et les Knicks de l'autre côté, donc 51 victoires pour les Cavs, pardon, et les Knicks qui terminent à 47 victoires, qui sont sûrement une des bonnes surprises de la saison. Parce que je pense que niveau surprise à l'Est, au final, on a eu un classement qui est relativement raccord avec à peu près les pronos qu'on a pu réaliser au début de l'année. Il n'y a pas de grande surprise. Et je pense que la seule équipe qui diffère beaucoup, c'est les Knicks. 47 victoires, 35 défaites, avec Brunson qui a été très 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 bon cette année. Mon petit MIP, je rappelle. Et Randle qui sort, bon ça va dépendre de la pression des gens, mais on peut pas dire qu'il fasse une saison dégueulasse quand même. Il retrouve sa petite étoile All-Star comme il y a 2 ans, et après la saison catastrophique quand même de l'an dernier, je pense qu'on peut noter qu'il y a du mieux malgré tout. Pas de step-up de RJ Barrett, mais une belle addition de John Hart à la deadline, un Quickley bien meilleur, Grimes qui a pas mal step-up, voilà, une belle équipe, et le tout coaché par Thibodeau. Alors messieurs, je ne sais pas par quel angle vous voulez commencer à attaquer. Est-ce que vous voulez d'abord parler peut-être de la saison surprise un peu des Knicks, ou plutôt des Cavs, nouvelle version avec Donovan Mitchell? Plutôt des Cavs, moi. Parce que tu parles de surprise pour les Knicks. Pour moi, j'ai surtout une surprise des Cavs. Ils avaient peut-être placé 4. Enfin, je les voyais pas au play-in, ça c'est sûr. Je les voyais top 6, mais en fait, on va dire qu'ils se sont retrouvés dans dans un no man's land, puisque c'est les seuls de cette catégorie. Tu as les 3 devant. Et je les vois aussi, on va dire, assez clairement devant le reste. Et les Knicks, leur surprise tiendrait plus au fait que juste la concurrence là. Les Nets, bon, on sait pourquoi. Et Heat Hawks, on va pas épiloguer, mais voilà quoi. Après, New York, on les voyait quand même tous en play-in. C'est juste une ou deux équipes un peu moins fortes que prévu. Les Knicks qui sont certains parce qu'ils sous-estimaient un peu Brunson, plus ses additions. Mais je pas complètement déconnant de les retrouver là, si on y réfléchit bien, même si aucun de nous l'avait prévu. 47 victoires en plus, c'est quand même. Mais maintenant, voilà, les moves en plus ont été assez inspirés à la deadline. Donc, moi, je suis pas trop surpris. Après, oui, c'est les plus forts des faibles, j'ai envie de dire, pour les Knicks. Là où Cleveland est le moins fort des forts, notamment par irrégularité. Ce qui n'est pas déconnant, parce que le corps reste quand même assez jeune. Puis, c'est pareil, il y a eu plein de petits pépins, plein de. Là où New York, bien que ce soit Thibodeau, et a pas mal réussi à les éviter cette année. C'est bon, évidemment, on a Robinson qui fait pas une saison complète, mais il y a Randle à 77 matchs, Brunson à 68, Barrett à 73, Grimes à 71, c'est déjà pas mal. Quickley 81. Et 81 pour Quickly, Ouais. j'ai fait d'oublier. Non, ils ont pas eu. À part petit bémol, Randle était parti pour une saison complète, mais malheureusement, il s'est blessé il y a là en fin de saison, la cheville. C'est pas sûr qu'il joue les playoffs. Il y a quelques jours, il avait repris un peu l'entraînement, mais de façon light. Il y a un monde où il loupe quand même juste au moins le game 1 déjà. Je pense qu'il va jouer, il va louper un match peut-être maximum, mais son dossier santé est à suivre quand même malgré tout. Son dossier. Après, s'ils l'ont pas mis au frais, genre c'était juste une petite entorse, c'est bon.
au frais, comme ça tu vas pas trop blesser. Je pense pas parce que il a même pas fait un entraînement complet, tu vois, là déjà. Ouais, c'est pas faux. Je pense que quand il est revenu aux entraînements un peu partiels, sans contact, pas de scrimmage et tout, donc je pense que il a vraiment la cheville qui a bien tourné, quoi, hein. Et puis ils n'ont pas déclaré Randle est blessé jusqu'à la fin de la saison régulière, ils ont vraiment dit il est blessé et puis on le reverra dans 2 semaines où il en est. C'est ça, c'est un peu le fou. C'est pas la blessure de 3 jours où tu te dis vas-y prends du repos et reviens pour les playoffs. Après, en soi, c'est moins grave que si c'était Brunson, qui est pour moi l'atout numéro 1 des Knicks. Mais maintenant, oui, les Knicks, pour moi, sont quand même un bon cran en dessous des Cavs. Donc, ça limite vachement leurs possibilités par rapport à Cleveland. Après, il y a des forces un peu style d'opposition. Les Knicks, cette année, c'était une top attaque. C'était pas une très très bonne défense, par contre. Plutôt average, voire un peu below average à certains moments. Et les Cavs, à l'inverse, qui ont la meilleure défense en termes numériques, hein, de NBA cette saison. Et une attaque top 10 quand même, mais genre fin top 10 et un peu bourbier, parfois. Même si, à titre personnel, je pense que ça tient surtout à tous les matchs un peu loupés à droite à gauche de Mitchell et Garland. Je crois que quand Mitchell joue, ce qui représente une grosse soixantaine de matchs, Inch'Allah, first team All NBA, on y croit. Je crois qu'on est sur un rythme au global avec Mitchell qui tourne plutôt autour de 53-55 wins. Donc voilà. Moi je les avais deuxième, je crois, j'y croyais à fond cette année et je suis très content de ce qui a été réalisé en tant que fan. Et je pense en tout cas que déjà si Randle n'est pas là, même avec Randle je ne les vois pas passer les Knicks. Déjà si Randle est blessé ou n'est pas là, j'y crois encore moins. Et surtout parce que je trouve que les Cavs c'est une équipe quand même bien taillée pour les playoffs, hein, malgré tout. C'est l'équipe bien taillée par les playoffs. Puis je t'avoue que pour moi, Cleveland a quand même toutes les armes pour contrer New York, l'offense de New York. Surtout que, comme on disait récemment, Mitchell s'est mis au diapason en défense. Alors, ça n'en fait pas le défenseur de l'année, on va pas se mentir, mais c'est pas les portes ouvertes sur le backcourt, le front de courte. T'as contourné en faisant le tour du terrain un des deux, et ah bah merde, il y a le deuxième maintenant, qu'est-ce que je fais? La requête des Cavs, ça me fait peur, rien qu'à l'idée d'y penser. C'est une série qui va jouer sur l'adresse des Knicks, c'est un 3 points, hein, de toute façon. Ouais, mais tu vois, même ça, alors, à part peut-être sur le poste 3, mais le poste 3, c'est pas le meilleur tireur à 3 points. Pas là où t'as les meilleurs tireurs à 3 points des Knicks, je trouve. Non. Enfin, c'est que dans tout cas, moi, quand je dis ça, je pense à RJ Barrett. Hein. Non, mais c'est les Guards qui sont très chauds à 3 points. Hein. Oui, bah évidemment, t'as Brunson qui est très chaud, mais t'as quand même un backcourt qui défend. Donc, je vois ce que tu veux dire. Ça. Si les Knicks font gamelle de partout, évidemment qu'ils peuvent prendre des matchs. Hein, mais pour moi, leur pourcentage à 3 points va pas être aussi haut qu'en régulière. Parce que défense des Cavs, même si c'est le secteur intérieur le plus impressionnant, parce que j'ose espérer qu'il va quand même y avoir côté Cavs des adaptations de plan de jeu. Hein, même si c'est pas le coach le plus réputé pour ça, et pour moi c'est la prochaine pièce à porter, le coach chez vous. Mais puis il n'y a rien, comme je te dis, la raquette. Ah, mais la raquette, c'est. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de pivot au Knicks. Non, mais la raquette. Non, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, qui regarde la raquette au niveau défensif? Bah, que les Bucks. Hein. Qui regarde la raquette des Cavs les yeux dans les yeux en dehors des Bucks? Ah, franchement, il n'y a que les Bucks. Hein. Le reste, c'est pas dans la raquette que ça joue. Hein. Ah, Et après, c'est là, si on parlait du 3 points, franchement, les Knicks, leur seul shooter à volume, c'est Randle. Et puis, on sait tous que c'est pas un shooter, quoi. Que tu cites Brunson, mais pour moi, c'est un tireur à 3 points, un peu comme Chris Paul. C'est circonstanciel. Il est toujours bon dans son pourcentage, mais il en prend pas tant que ça. Oh, oui, il en prend 4,7 cette saison. Oh, Grimes et Quickly, ça peut aller un peu dans le volume. En fait, il n'est pas encore référencé à mes yeux, on va dire. Quickly, il commence à être référencé, à la rigueur. Mais, et puis Brunson, tu me dis, attends, il est à quasiment 5, il prend 17 tirs.
C'est pas une grosse proportion de tir à 3 points. C'est pas son arme principale, je suis d'accord. Mais RJ Barrett, ouais. peut-être que comment dire, peut-être que Thibodeau va lui dire d'insister sur le tir à 3 points sur cette série. C'est pour ça que c'est pas son style, mais il a quand même un bon pourcentage. Donc Thibodeau va peut-être lui demander d'insister dessus, même si c'est pas son style, et puis advienne que pourra. Mais par contre, il y a la possibilité, comme c'est pas un shooter de volume, que son pourcentage s'effondre complètement. C'est ça, je suis pas sûr qu'il soit capable. Que ce soit son arrivée dans la Ligue ou à Villanova, ça a toujours été ce style de joueur. Je vois pas comment sur une série, il va prendre 10 tirs à 3 points par match, quoi, en maintenant une bonne adresse. C'est pour ça que moi, je vois l'attaque des Knicks s'écraser sur la défense des Cavs. Hein. Ah, il nous avait éclaté à 3 points, Brunson, il y a 15 jours. Hein. Série de 7. Ouais, non, mais je sais, hein, mais tu vois, sur un match ou deux, clairement, c'est pas. Non, bien sûr, il est capable de prendre de temps en temps, mais c'est ça. Mais éclaté. Hein. Si tu me dis, faut qu'il y ait 10 tirs de prix à 3 points sur toute la série sur le point guard, j'ai plus confiance à Garland qu'à Brunson là-dessus. Non, mais c'est vrai que leur jeu offensif, en fait, le jeu offensif de leur star, donc ce soit Randle qui arrose comme un go à 3 points, et sinon c'est quand même un jeu qui est plus à l'intérieur et qui du coup joue dans la défense Twin Towers des Cavs, hein, clairement. Et le premier rideau Mobley, franchement, faut se le taper. Hein. Clairement, se le taper. Pop, un petit avis sur la série? Ouais, et juste d'abord, je vais un peu revenir sur ce qu'avait dit Doc au début, sur les Cavs dans un no man's land à l'Est. Moi, je trouve pas, justement. Je trouve qu'en fait, même globalement, cette équipe, elle est au niveau des trois de devant, en fait. Et au niveau du bilan, il y a 4-5 victoires en moins. Mais au final, au niveau du différentiel, c'est assez similaire. Et les ratings sont assez similaires également, dès lors que les matchs où Mitchell a été absent et a un peu faussé, tout ça sortent du compte. Même si, évidemment, Harden a raté des matchs, Jaylen Brown a raté des matchs, Middleton a raté des matchs. C'est vrai aussi pour les autres équipes, mais je pense que c'est une équipe qui est capable d'être du niveau des trois premières, peut-être moins en play-off, en revanche, parce qu'il n'y a aucun joueur et hormis Mitchell, qui a vécu cette expérience-là. Tandis que les Knicks, je les vois un peu dans le même range que vous, c'est-à-dire une équipe qui profite des contre-performances des équipes qui étaient censées être à cette place-là pour y être. Bon, bravo à eux tout de même pour une belle saison, mais disons que j'ai du mal à les voir produire offensivement autant en play-off qu'en régulière, et ils peuvent pas s'appuyer sur leur défense qui est, comme Sativa l'avait dit, médiocre au mieux en fait. Donc ouais, j'ai du mal à voir un scénario où les Knicks peuvent arriver à ne serait-ce que mettre en danger cette équipe de Cleveland, qui aura a priori Mobley sur un Randle pas tout à fait remis. Dernière série de playoffs de Randle, c'est 19 tirs pour 18 points. Donc on se rappelle que ça n'avait pas très bien fini non plus pour New York. Ouais. Avec D-Rose comme meilleur joueur. Ouais, et disons que une fois et c'était le meilleur joueur sur cette série, c'est vrai. Une fois que tu perds Randle, t'as plus trop de joueurs capables de scorer en ISO en fait, hein, globalement. Déjà que t'en as peu normalement. Si en plus t'as ton arme numéro 1 offensive, elle ne performe pas, ça devient compliqué. D'autant plus que il y a un autre joueur qui aura des tirs sans souci, RJ Barrett, mais le problème c'est que lui c'est un tir, un point quoi. Donc RJ Barrett, il joue à l'envers depuis le début de la saison. Hein. Même les d'ailleurs fans des Knicks sont obligés de le reconnaître. Non, depuis le début de sa carrière. T'avais une progression quand même. T'avais une progression, et là, cette année, t'as vraiment l'impression qu'il s'écrase complètement. Je pense que c'est défensivement aussi que les gens sont frustrés, parce qu'au moins, il y a 1 an, 2 ans, il était quand même bien plus fort en défense, hein, apparemment aussi. Hein. Oui, c'est ce truc qui est mis en avant en premier en général. Ouais. Après, c'est toute l'équipe qui défend pas. Du bien. Hein. Ah oui, non, mais l'équipe, elle est pas très bonne en défense. Hein. Moi, j'ajouterais que... Vas-y, Pop. Non, mais juste sur la progression supposée de RJ Barrett, c'est un joueur qui a mis 20 points une année, à part celle-ci donc, sur une saison où les Knicks sont absolument à chier, et où il tire à 40% au tir. Hein. Il prend 17 tirs pour mettre 20 points. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu de progression entre cette saison et la saison précédente, où il mettait 2 points de moins, mais il gagnait, et il tirait beaucoup mieux. Je
Moi, je comprends. Dans le passé, il mettait quand même des gros stops défensifs. Donc, même si offensivement, il était encore en construction, les gens se disaient oui, il va s'améliorer, il va revenir petit à petit, Et là, cette année, il n'y a ni la progression offensive, c'est même le contraire, ni une espèce de statu quo défensif. Il fait plus de stops cette année en comparaison. Ouais, Alors, mais est-ce que c'est dû à la tactique de Ok. Thibodeau qui a changé? Moi, j'ajouterais que, d'ailleurs, ça concerne les deux équipes, hein, au final, mais je rejoins un peu sur le fait que personnellement, je trouve qu'on est au niveau des trois équipes devant, et une des différences, c'est que oui, on n'a pas, il n'y a pas Giannis ou Embiid, et contrairement à une équipe comme Boston, et même honnêtement, même Philly et Milwaukee sont un peu meilleurs, c'est qu'il n'y a pas de profondeur aux Cavs. C'est quand même un peu top heavy. Et en playoff, on sait qu'on est quand même plutôt sur des rotations à 8-9 joueurs. Et pour le coup, je trouve que ça joue pas trop mal quand même pour les Cavs qui est une équipe à 8-9 joueurs de toute façon et qui compte surtout sur ces gros joueurs pour s'en sortir, quoi. Ah bah après, je pense qu'aucun de nous dira que vous êtes vraiment en dessous. Quand j'ai dit que je vous voyais un petit peu en dessous, c'est par rapport à votre irrégularité. Je trouve beaucoup plus irrégulier, même si ça s'explique, que ne l'ont été les Celtics, les Bucks, et Philly. Ah ben après ça je dis pas, hein. Philly, c'est un début de saison de merde, mais après, c'est quand même vachement régulier. Après ça je dis pas, hein. Moi c'est parce que moi dans ma tête on est déjà au final de conférence, hein, donc Moi, après, c'est. Oh, bien, en train de parler de Chicken. ah moi j'ai les Cavs en finale de conférence, le billet est posé, hein. C'est bon. Et donc, ouais, je disais, moi, j'ai parlé de No Man's Land, c'est vraiment pour signifier que derrière eux, il y a vraiment un écart. Après, je peux l'entendre que vous le mettiez au même niveau. Moi, c'est tout simplement, ouais, Bucks Sixers, t'as du candidat MVP depuis plusieurs saisons maintenant, dont même t'as un former MVP aux Sixers, et Celtics, c'est les finalistes sortants. C'est par rapport à ça que je les mets un petit cran en dessous. Après, entre guillemets, il n'y a pas forcément un débat. Quelqu'un qui me dit oui, je les mets au même niveau que les trois devant, je l'entends tout à fait. Parce qu'en vrai, c'est sûr que ça peut être difficile à reproduire sur 7 matchs. Parce que Cleveland est assez irrégulier en attaque quand même. À partir du moment où de toute façon tu loques un peu les deux monstres, enfin les deux guards, ça devient un peu compliqué. Même si Mobley. Regarde le stylage de vos 3 stars. Hein. Ouais, c'est ça. Après Mobley, il a pris je crois qu'il tourne à 20 points, hein, depuis mars, hein. Il a pris un peu de galon et. Oui, mais voilà, il a rigole moins. 21 ans. Ouais, Il c'est a ça. 21 ans, Garland en a 23. Mitchell, t'as l'impression qu'il est là depuis 20 ans, mais il en a que 26. Mais en fait, je pense que c'est une équipe qui joue. En fait, je pense que c'est une équipe dont le top 4, en tout cas, déjà, et même globalement la construction, putain, c'est une équipe de playoff, hein. Enfin, c'est une équipe qui est taillée Ça. pour casser les couilles en playoff. Clairement. Ah bah oui, les oui, équipes oui, oui. faut pas qu'ils se disent, ouais, là, c'est les Cavs ont fait une saison, une top saison, ils vont un petit peu redescendre. Non, là, ils sont installés et ils visent au-dessus. Moi, maintenant. moi, je suis Milwaukee au prochain tour. Franchement, je suis pas serein. Ah, pour le coup, ça m'a fait Milwaukee, c'est aussi pour ça. Ah, ouais, c'est Ah, bah, aussi pour ça. Mais franchement, je suis pas serein de me dire que t'as Garland et Mitchell qui sont des pétards ambulants dans le backcourt et qui peuvent prendre feu à tout moment. Et t'as Mobley qui est. C'est le défenseur d'année, hein, dans ma tête, hein, mais enfin, qui est un top défenseur et qui a des bras mais télescopiques, là. Qui fait pas de faute. J'ai dit, waouh, putain. Ah, clairement, moi, j'aurais les moyens. Je me paye des billets pour aller voir la demi-finale. Hein. Ah, bien, c'est costaud. Le seul défaut, en fait, ça va être le fait que la plupart des joueurs découvrent les playoffs, qui n'ont jamais joué en playoffs, que tu as quand même un gros point faible sur ton poste 3 qui alterne entre Caris Levert, Isaac Okoro et Shedi Osman et même Dean Wade de temps en temps. Bref, tu sais plus qui mettre à force parce que c'est de la merde. Même Lamar Stevens, hein, d'ailleurs, est dans le lot. Tu sais pas trop quoi faire de ton poste 3. C'est le seul poste qui est match-up dépendant, hein, de toute façon, selon qui est en face. Et voilà, c'est une équipe qui découvre pour la plupart les playoffs. Tu peux succomber un peu à l'enjeu. C'est pour ça que les premiers matchs vont être intéressants aussi contre les Knicks. C'est là qu'on verra si les mecs sont couteau entre les dents et prêts à tabasser du monde dès le début ou pas, quoi. Mais ils ont pour eux qu'ils n'ont pas perdu en overtime de la saison déjà. C'est pas des playoffs en overtime, mais c'est déjà un bon avant-goût. Mentalement, c'est costaud. Dans ce Ouais, clairement, mentalement, c'est costaud, oui. C'est mentalement c'est costaud et surtout ton 5 c'est un casse-tête pour toute la ligue, j'ai envie de te dire. Après tu pourras toujours dire il y a un peu plus de talent dans telle équipe ou quoi que ce soit, mais vraiment ce 5 là c'est dans les meilleurs de la ligue. Ouais, tu vois, c'est ce que quand on parlait d'Embiid quand
quand on parlait, je sais plus lequel, je crois, c'est aussi dans la plupart des podcasts, on disait, tu sais, en fin de match, il prend le match à son compte et attaque-défense, ça bouge plus, tu vois. Et c'est ce qui fait un peu la marque aussi des grands joueurs, des grandes équipes. Et Cleveland, quand c'est le quatrième quart-temps, que le match il est serré, oh putain, pour mettre un point, pour mettre un panier, ouf, ouf. Oui, sachant qu'en plus, t'as Mitchell, t'as Garland, t'as éventuellement Mobley qui peut prendre feu. Ah ouais, non, ouais. Et franchement, quatrième carton, c'est serré pour mettre des paniers, les gars, faut falloir se battre. Sachant que même si Mobley défend un petit peu moins bien parce qu'il est en train de prendre feu, tu faut se taper Jarrett Allen. Ils ont le saut officiel du casseur de couilles en playoff. Ah putain, franchement, Et qu'en plus, le joueur avec le plus de volume des Knicks est un des 7 seuls joueurs de la ligue qui shoot à moins de 35% dans les 5 dernières minutes. Hein. Julius Randle, c'est pas du tout clutch, hein, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, non, c'est pour attention, c'est. Le pauvre Randle, j'ai l'impression que chaque année, on en parle, chaque année, on lui taille un que ça. Le pauvre, c'est qu'il là, ça va entre guillemets un petit peu mieux, mais il est placé en tant que franchise player alors que c'est un lieutenant, voire second lieutenant, tout au mieux. Ah, mais moi, je lui reconnais que cette année, il a eu l'intelligence de comprendre qu'il était la deuxième option. Et ça change pas mal de trucs. Non, mais moi, je suis désolé, mais c'est un spammer de 3 points, le mec, c'est tout. Oui. Il y a un moment, 8 tirs à 3 points à 34%, faut se réveiller, quoi. 8 tirs à 3 points. Pas le pire qu'on a vu, hein. Non. Ça pire peut-être de Westbrook. Bah ouais, non, mais c'est pas le pire. Mais moi, ce qui me fume, c'est le nombre de matchs où j'ai vu, s'il en met 3 de suite au premier quart-temps, il en tire 15 autres derrière. Bon, même s'il l'aimait pas. En fait, c'est les naissances ont compris qu'il était pas ouf à 3 points. Et puis, donc, il est laissé à 3 points, sauf que lui n'a pas encore compris que c'est pas pour rien qu'il est laissé à 3 points. Parce que tu regardes ses tirs, il prend pas tant de tirs contestés que ça. Hein. C'est vraiment ouvert, hein, une des cas qui arrive sur lui, il prend son catch and shoot la plupart du temps, et voilà quoi. C'est limite lui-même, il court au rebond limite maintenant. C'est ouvert et les Cavs, ils laissent les shoots ouverts. Hein. La défense, elle est exploitable sur les 3 points de toute façon, et les corners notamment. Hein. De toute façon, c'est un peu le. Il y a beaucoup d'équipes qui défendent un peu comme ça maintenant, de toute façon. Hein. C'est comme les Lakers aussi, hein, pareil. Hein. C'est tout dans la raquette et rien sur les extérieurs. Ouais, disons que tu peux te le permettre selon que tu es en face à 3 points. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, donc on va passer au petit prono. Doc, je te donne la main en premier. Cavs Knicks. Yes. J'ai envie d'avoir des problèmes avec les Knicks, donc je vais pas mettre un sweep, mais ouais, 4-1. 4-1, Pop. Mais pour le coup, je tiens à dire, ça va pas être une série comme il y a 2 ans où ils se sont fait éclater dans les grandes largeurs. Même si je pense que nous tous, on les voyait passer. Bon, les fans des Knicks étaient encore un petit peu délus à cette période. Ils vont se battre cette fois-ci. Mais juste là, il y a un gap. Ok, Pop. 4-1, c'est ça, j'ai pas bien entendu. Ouais, 4-1. 4-1, ok, Réa. Je vais me faire détester par hasard, mais 4-0. Par contre, ce sera 4 matchs serrés. Ouais, j'avoue que 4-1, 4-2, je suis un peu tenté. Je vais dire 4-2 parce que je pense pas que c'est encore une équipe qui a. Je les vois trop inexpérimentés pour arriver et coller des baffes et mettre 4-1 ou 4-0. Je pense que. Je pense que Brunson en plus est quand même assez fort, surtout dans les fins de match, et voir le Knicks prendre 2 matchs me choquerait pas quand même. Ouais, alors que moi je les vois chaud bouillant là. Allez, on va vous montrer de quoi on est capable. Au moins, moi, Mitchell déjà. Ah, Mitchell, oui. Et je vois bien Mobley être en mission dès le premier tour. C'est parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais 2 matchs au Madison Square Garden en playoff, quand t'as jamais joué en playoff de ta vie, ouais. Ouais, c'est pour ça que je serais pas complètement surpris non plus d'un cassin. Tu vois, je les vois motivés à coller des tartes, au moins Mitchell à Madison Square Garden. Moi, c'est Mitchell dans le rôle de Trae Young il y a 2 saisons. Ah, je pense qu'il ça colle assez bien, je trouve. C'est ce qu'il faudra, hein, parce que c'est un environnement hostile, tu vois. Et imagine, t'as perdu un de tes 2 matchs à la maison pour ouvrir la série, t'es à 1 partout, tu dois aller au MSG, t'as quand même la pression. Bon, tu dois prendre un match là-bas, c'est très hostile et tout. Je les vois pas perdre la série, mais ça se bat en face et je pense que c'est pas si facile que ça, et c'est des facteurs qui sont pas énormes mais qui jouent quand même, quoi. Le problème, c'est que le MSG peut être hostile dans les 2 sens aussi. C'est-à-dire que si New York rate son entrée en matière à Cleveland
ça prend une bonne tatane sur le match 3. Le match 4, ils vont bien avoir le public contre eux. Hein. Ouais, en playoff, je sais pas. En playoff, j'ai quand même du mal à y croire. Hein. Le public de New York c'est vraiment, ça peut être le meilleur comme le pire très très vite. Hein. Ça prend très vite feu dans un sens ou dans l'autre. Bah, on verra bien. Le rendez-vous est pris pour cette série, pour le Game 1 qui sera le troisième match de la soirée, de la première soirée de playoff, hein, si je ne me trompe pas. Après Philly en ouverture et Boston ensuite. Voilà qui conclut donc cette preview pour Cavs Knicks. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine série. Bye bye. Salut. Ok.